Et nous sommes aujourd'hui avec Perrine Tarnot, directrice de l'information à Public Sénat, et Eva Morletto, correspondante de France, en France, de Grazia. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. On va commencer par vos images de la semaine. Eva, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, la grogne des agriculteurs non seulement français. Cette grogne a commencé en Allemagne, en cause le fait d'avoir supprimé les aides pour l'achat de carburants agricoles, en cause aussi la concurrence des produits ukrainiens. Et cette grogne qui a contaminé la France aujourd'hui risque d'être une énième tremplin, une énième matière fertile pour l'avancée des partis populistes d'extrême droite en Europe. On a déjà vu donc Bardella se confronter avec Attal sur la question de l'électricité. La crise énergétique est au centre aussi de cette grogne, exactement comme les traités internationaux et comme les revenus qui baissent, comme le fait qu'on n'a pas trouvé d'alternative aux produits phytosanitaires. Donc il y a vraiment beaucoup de sujets sur la planche pour justifier cette grogne et malheureusement on voit qui en profite. Effectivement, beaucoup de motifs de colère mis en avant par les agriculteurs. Vous pensez que l'agriculture, ça va être le nouveau champ de bataille après peut-être le sujet de l'immigration lors des européennes de juin prochain? Tout à fait, parce que les sujets sont là. C'est-à-dire, depuis que l'Europe a mis en 2021 en place une feuille de route pour le Green Deal, depuis, il y a eu une sorte de marathon de la part des États pour accélérer les mesures, mais en n'ayant pas une contrepartie pour les agriculteurs. Et je parle notamment, par exemple, sur les phytosanitaires. On n'a pas trouvé d'alternative. Là, en novembre, du coup, on s'est pris encore pour 10 ans de glyphosate, parce qu'en effet, il faut faire des compromis. La Commission européenne a déjà renoncé à plein de mesures qui devaient être mises en place pour le bien-être animal ou pour d'autres sujets, parce qu'en effet, on a cette crainte de la montée des partis populistes, et on se trouve donc dans cette situation qui est entre les deux et qui est un blocage. Perrine, vous aussi, votre image de la semaine, elle est en lien avec cette grogne des agriculteurs? Oui, effectivement, j'ai choisi Gabriel Attal qui se déploie tous azimuts sur le terrain en France, notamment pour essayer d'éliminer ce qui pourrait être sa première grande crise politique en tant que Premier ministre. Il essaye d'aller dans des territoires ruraux pour parler à un électorat essentiellement agricole ou en tout cas sensible à ces questions-là, pour parler hausse de la rémunération des agriculteurs, allègement de la paperasserie, des normes. Il y a une loi qui devait arriver début mars au Parlement sur l'agriculture. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, vient d'annoncer qu'elle va être reportée de quelques semaines. Gabriel Attal rencontre demain les principaux syndicats agricoles français pour essayer justement donc de déminer ce début de crise en France, attisé effectivement notamment par le Rassemblement national, mais aussi par LR, puisque j'ai entendu le patron des députés LR, Olivier Marleix, soutenir un petit peu cette contestation agricole. Donc voilà, donc rencontre avec les syndicats demain. Ils vont prendre le temps de revoir un petit peu la base de cette loi sur l'agriculture qui avait été élaborée par les cabinets autour d'Elisabeth Borne pour essayer de faire en sorte que d'abord, le salon de l'agriculture qui va ouvrir dans un mois ses portes à Paris se passe bien, que le chef de l'État, Emmanuel Macron, quand il va venir l'inaugurer, ne soit pas sifflé, etc., etc. Et on sait que ce salon de l'agriculture, ça va être vraiment un terrain de la campagne pour les européennes. Effectivement, on imagine que tous les politiques vont y défiler. Perrine, c'est un mouvement qui pourrait faire un peu tache d'huile pour le gouvernement français, de la même manière que le mouvement des Gilets jaunes avait déstabilisé, on s'en souvient, l'exécutif. Oui, ce qui peut être un peu inquiétant pour l'exécutif, c'est de constater que ce mouvement est parti en dehors des syndicats agricoles. C'est-à-dire que ce ne sont pas les syndicats, et notamment la très puissante FNSEA, qui est à l'origine de ce mouvement de contestation, mais c'est un mouvement qui est parti notamment avec les fameux panneaux inversés. Je ne sais pas si vous avez vu les panneaux des communes, à l'entrée des communes. Voilà, donc c'est un mouvement un peu spontané, sporadique, qui est parti du terrain. Certains, effectivement, contestataires, agriculteurs, s'appellent maintenant un peu les gilets verts, évidemment, en référence aux gilets jaunes. Et effectivement, ça pourrait devenir un peu un mouvement comme celui des gilets jaunes. En tout cas, je pense que l'exécutif va être très, très vigilant. En tout cas, Gabriel Attal, donc vous le disiez, il était dans le centre-est hier à Saint-Laurent-d'Agny précisément. Il l'a dit face aux agriculteurs. L'agriculture, c'est un sujet majeur. Il a promis de faciliter la vie aux agriculteurs. Quelle va être la stratégie du gouvernement
pour essayer de calmer le mouvement? Est-ce qu'il y a déjà des propositions qui sont faites, mises sur la table? Déjà, il faut voir qu'au niveau européen ce qui se passe. Parce que tant que les aides de l'Union européenne, parce que ce n'est pas qu'un problème français, hein, quand on voit par exemple en Roumanie que le gros des aides pour l'agriculture sont pris, monopolisés par les grands acteurs de l'agro-industrie. Et on a aujourd'hui des coopératives de petits entrepreneurs agricoles qui descendent dans la rue pour défendre les droits parce qu'eux, ils touchent rien. Là, c'est-à-dire cette situation est un peu clonée dans les différents États. Tant qu'on n'agit pas sur ça, donc au niveau européen, en ayant une influence sur ce qui se passe en Europe, on n'aura pas la possibilité parce qu'on voit aujourd'hui qu'en fait, on a en France par rapport aux autres pays européens, moi je suis italienne, en fait, ce qu'on constate vu de l'étranger, c'est l'énorme puissance, par exemple, des grandes chaînes de distribution, des grandes multinationales de l'agroalimentaire française. En fait, je pense que la France aujourd'hui, c'est une sorte de terrain de monopole qui provoque du coup une sorte de autocratie commerciale et c'est bien ça le problème. Donc tant qu'on facilitera la vie avec des accords avantageux pour ces genres de réalités commerciales, on n'aura pas vraiment de possibilité d'aider la classe agricole. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire est intervenu pour dire qu'il allait être très vigilant sur les négociations commerciales entre la grande distribution et les agriculteurs pour garantir un revenu convenable pour les agriculteurs. Alors quasiment au même moment, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national et tête de liste du parti aux européennes, s'est rendu, lui, dans le sud-ouest, aussi auprès d'agriculteurs, en tout cas de gens du monde rural. Il a dénoncé une Europe qui veut, dit-il, la mort de notre agriculture. Je vous propose qu'on l'écoute et on commente juste après. Le monde agricole, lui, est important pour la France et on n'entend pas le laisser mourir dans l'indifférence généralisée. Je pense qu'il y a un mouvement de colère qui est en train de se lever aujourd'hui partout en Europe. Et le point commun de ce mouvement de colère, c'est l'Union européenne et l'Europe de Macron qui veut la mort de notre agriculture, qui ne cesse de la mettre en concurrence avec des produits agricoles qui viennent du bout du monde. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que vous expliquiez à l'instant. Perrine, on a l'impression que le RN et l'exécutif essayent de se disputer un petit peu la place de qui sera le meilleur allié de ce monde rural en difficulté. Oui, parce que ça y est, on est rentré dans la campagne européenne. Je pense que Jordan Bardella a quand même oublié que l'agriculture française est largement subventionnée par l'Union européenne à travers notamment la fameuse PAC et que sans ces subsides européens, beaucoup d'agriculteurs n'arriveraient pas à survivre, d'une part. Par ailleurs, la France, pour l'instant, n'a toujours pas ratifié notamment des traités internationaux comme le Mercosur. Donc on ne peut pas dire qu'on accepte en France tous les produits importés, agricoles, des quatre coins du monde. Ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, autre thème à la une de l'actualité, c'est évidemment le discours attendu de politique générale de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre français. Donc il est prévu ce discours le 30 janvier prochain. On a l'impression que les grands thèmes de ce discours commencent, à travers tous ces déplacements sur le terrain, à se dessiner progressivement. Oui, après, aujourd'hui, Attal peut profiter d'une certaine popularité, parce qu'on voit que c'est le début de son mandat. Il est à 37% de popularité. Elisabeth Borne, à ses débuts, était qu'à 27%. Donc, les petits pas, disons qu'il peut faire donc, le représentant du président sans avoir l'agressivité du président. Et il est plutôt bien vu. On a vu son discours. En même temps, cette omniprésence sur le terrain, on se souvient qu'Emmanuel Macron, au début, c'est quelque chose qui lui avait été reproché de vouloir être omniprésent sur tous les sujets, tous les dossiers. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut faire perdre justement à Gabriel Attal cette popularité dont il jouit au début de son mandat? Je pense que c'est en contraste avec Elisabeth Borne qui avait un profil beaucoup plus technocrate dans ses dossiers, qu'elle maîtrisait parfaitement, mais elle n'avait pas du tout ce sens de la communication qu'a Gabriel Attal, cette facilité à aller sur le terrain, cette facilité de contact avec les Français. Et pour le coup, le nouveau Premier ministre a vraiment une certaine aisance qui peut le servir. En plus, il a beaucoup expliqué que s'il allait sur le terrain avant son discours de politique générale, c'est qu'il voulait d'abord entendre ce que les Français avaient à lui dire pour l'incorporer dans son discours de politique générale et faire des propositions pour répondre aux attentes des Français. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette modalité parce que ça rappelle aussi le grand débat macronien en fait. Donc cet échange qu'il a eu là dans le Rhône, etc., il est un peu fait dans cette modalité. Donc
Après, il faut se demander si ce n'est pas encore une technique de com. On sait très bien que Gabriel Attal est un excellent communicateur, y compris dans le lexique, donc dans l'emploi de termes. On se rappelle le choc qu'il avait utilisé donc, quand il parlait de l'école, de l'harcèlement, etc. Il avait une terminologie en fait, qui était très efficace au niveau de communication. Voilà. Est-ce que c'est... on reste sur la superficie, donc sur la superficialité de parler, d'utiliser les moyens communicatifs efficaces, mais est-ce qu'après, sur le concret, il y aura une suite? En tout cas, le contact est en train d'être établi ou continue à être établi entre Gabriel Attal et les Français. On verra ce que ça donnera avec les députés lors de ce discours de politique générale. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne demanderait pas de vote de confiance. On se souvient qu'Elisabeth Borne ne s'y était pas soumise non plus et ça avait d'ailleurs fait bondir l'opposition. Pourquoi est-ce que Gabriel Attal refuse d'emblée ce vote de confiance? Tout simplement, faute de majorité absolue. Malgré le changement de Premier ministre, il y a une donnée majeure qui, elle, n'a pas changé, c'est que l'exécutif n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc il ne peut pas d'emblée se pénaliser avec un vote qui serait négatif, Gabriel Attal. Il n'y est pas obligé par la Constitution, donc il a déjà dit qu'effectivement, il ne demanderait pas cette confiance au Parlement. Mais ça rappelle, si vous voulez, à l'exécutif que malgré le changement de gouvernement, ils ont toujours en ligne de mire cette majorité relative qui les empêche de faire des grandes réformes. Et d'ailleurs, quand on a suivi la conférence de presse d'Emmanuel Macron en ce début de semaine, il a égrené un certain nombre de petites mesures, mais qui sont des mesures qui peuvent être prises par décret, par circulaire, et qui ne passent pas forcément par la loi. Donc il va y avoir effectivement une volonté d'enjamber, quand ça sera possible, parce que la Constitution est assez claire là-dessus, mais quand ça sera possible, d'enjamber le Parlement pour éviter, si vous voulez, de ne pas avoir de majorité. Vous parlez du discours, effectivement, de la conférence de presse d'Emmanuel Macron mardi soir. Il y a eu beaucoup de mesures, de sujets qui ont été évoqués, évidemment, mais notamment beaucoup sur l'éducation. Il y a eu plein d'annonces. On a l'impression aujourd'hui que l'éducation appartient au domaine du président, peut-être au même titre que les questions de défense ou de diplomatie. Est-ce que c'est le cas? C'est un changement, ça? Oui, c'est un changement, mais il faudrait surtout que dans ce changement, il y a de la cohérence. Parce que quand le président, pendant une conférence de presse, par exemple, évoque la nécessité pour l'éducation nationale de mettre des heures d'éducation civique, de miser sur les théâtres, sur les arts, etc. Alors qu'il y a quelques temps auparavant, Gabriel Attal, qui était ministre de l'Éducation, parlait en fait de se recentrer sur les matières principales, donc sur la mathématique, sur les français. On se demande s'il y a vraiment une cape dans l'éducation nationale et on se demande aussi surtout comment après ça sera financé tout ça. Donc est-ce que c'est un effet d'annonce ou est-ce que ça l'est pas? Il y a eu quelques pas, effectivement, donc c'est l'intérêt aussi d'Emmanuel Macron, parce que le but de ce changement, de ce remaniement, on a un peu l'impression d'être dans une période comme c'était en 2015, lorsque Macron était seulement ministre, et il avait fait par exemple cet acte de croissance, il parlait de Startup Nation, c'était l'époque où il y avait cet esprit qui déjà mettait les grains pour en marche, pour avoir cet esprit-là. On le retrouve aujourd'hui dans les discours d'aujourd'hui, dans cet élan, mais est-ce que c'est des effets d'annonce ou pas? Et on ne voit pas la cohérence et surtout les bases concrètes pour avoir effectivement un succès, que ce soit dans l'éducation ou dans d'autres domaines, que ce soit, il a fait les discours sur la démocratie, etc., sur la démographie, etc. Et comment, on fait un congé un congé de naissance qui soit mieux rémunéré, mais comment après pallier le fait qu'en France, il manque des crèches, donc on met des grains, mais après, il n'y a pas une vision qui soit cohérente, qui soit on verra ce que ça donne en matière politique. Je voudrais qu'on revienne quand même sur la gauche qui semble aujourd'hui plus que jamais divisée. On a eu ce billet de François Ruffin, député de la Somme, qui a été donc rendu public et dans lequel il s'attaque directement à Raphaël Glucksmann, très certainement future tête de liste du Parti socialiste pour les européennes. Cette affaire, elle met en lumière le fait qu'il y a finalement deux gauches très différentes.
Oui, il y a deux gauches très différentes. Raphaël Glucksmann, il incarne plus la social-démocratie, en tout cas une gauche qui est un peu plus apaisée que celle des insoumis. Effectivement, la NUPES part en ordre dispersé. Il y aura un candidat écologiste, un candidat insoumis, un candidat socialiste. Pour l'instant, Raphaël Glucksmann, il a été assez attaqué ce week-end, effectivement, par François Ruffin, à qui il avait essayé de tendre la main. Le ton de la lettre était plutôt doux, plutôt poli. Exactement. Mais il a aussi été attaqué, Glucksmann, ce week-end par les écologistes. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il est troisième plutôt dans les intentions de vote ou alors à égalité avec Marie Toussaint, la candidate écologiste. Voilà, il incarne un vote qui est assez populaire chez les jeunes parce qu'il est assez populaire, Raphaël Glucksmann, sur les réseaux sociaux. Donc sa tête, sa figure est connue des jeunes et une figure, oui, effectivement, un peu plus apaisée. D'ailleurs, la nomination de Gabriel Attal, on l'a beaucoup faite en parallèle avec Bardella, voilà, pour la campagne des européennes, mais il y a aussi une volonté de contrer aussi un Raphaël Glucksmann qui, pour l'instant, est assez haut dans les sondages. Et en tout cas, on suivra ça. Malheureusement, le temps passe. Eva, vous reviendrez pour réagir et pour continuer de parler de ce sujet. On a 5 mois encore pour parler des européennes. Merci beaucoup à toutes les deux. Perrine Ternot, directrice de l'information à Public Sénat, et Eva Morletto, correspondante en France de Gradia. Merci pour vos décryptages, vos analyses, et je vous dis à bientôt.